Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est ce qu'on appelle donc les shellcodes. On va voir qu'est-ce que shellcode et surtout on va essayer de créer un. Donc un shellcode c'est quoi? Un shellcode c'est tout simplement du code compilé. Donc du code compilé ça veut dire quoi? Quand vous faites un programme, en général vous l'écrivez donc dans un langage comme le C, le C++ ou ce genre de choses. Mais il faut bien comprendre que votre code, votre programme, il va être exécuté par qui? Par votre processeur. Et votre processeur, il ne comprend qu'un seul langage. Il comprend ce qu'on appelle le langage machine, ou vous pouvez aussi l'appeler code binaire. Il ne comprend que ça. Donc il faut que votre programme en C ou C++ soit transformé en un autre langage, qui est donc le langage machine. Et ça, c'est le compilateur en gros qui s'en occupe. Donc du langage machine, ça ressemble à quoi? Tout simplement, je vais reprendre donc un petit programme que j'ai fait dans une vidéo précédente. Donc voilà, ça c'était le code du programme en C. Et voici donc le programme en question. Une fois compilé, si on essaie de l'afficher textuellement, donc quand je dis textuellement, c'est-à-dire sous forme de caractère, voilà ce que ça donne. Donc comme vous le voyez, c'est pas très lisible. Tout simplement déjà parce que ce n'est pas censé être affichable et lisible par un humain. Mais c'est censé être vraiment du code qu'on balance au processeur et que le processeur exécute. Alors, il faut bien comprendre que ce code-là, en gros, enfin, du code ou que ce soit un caractère ou n'importe quoi, au final, ce n'est que des nombres. Donc, votre processeur, en fait, on lui balance plein de nombres à la suite de l'autre, et ici, par exemple, que tel nombre, ça correspond à telle instruction, et que telle instruction attend tel paramètre. Et ça, en fait, on lui a dit, lors de sa construction, ben voilà, tu vas comprendre telle instruction, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en fait le jeu d'instruction du processeur. Donc ça, c'est vraiment ce que le processeur comprend. Bon, alors il faut savoir que le code machine, en général, ou le langage machine plutôt, vous ne l'afficherez pas comme ça. Très souvent, si on veut le représenter, enfin, si on veut mettre directement du langage machine, par exemple, dans un programme en C ou quoi, on va plutôt le représenter de manière, je dirais, hexadécimale plutôt que binaire ou textuelle. Donc en gros, ce sera plus un genre d'amas de ce type-là. Donc ça, c'est à peu près donc, la même chose que tout à l'heure, mais je lui ai dit, grosso modo, transforme-moi tout ça, enfin tous ces caractères-là, en hexadécimal, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment votre programme, en gros. Alors, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que bon, vous vous doutez bien que, enfin, ce serait techniquement possible d'écrire un programme directement en langage machine. Hein. On pourrait très bien dire, voilà, je veux que dans tel fichier, tu me tapes tel nombre, et le nombre vous choisissez soit de lui indiquer en hexadécimal, soit en binaire, vous pourriez aussi, ou autre chose, ou en caractère par exemple. Mais vous vous doutez bien que bon, c'est pas très ergonomique comme façon de programmer. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un langage, je dirais intermédiaire, ou plutôt une traduction humaine du langage machine. Et cette traduction humaine, bon, on appelle ça en fait l'assembleur. Donc l'assembleur, c'est quoi? On en a déjà rencontré dans la vidéo précédente. C'est tout simplement ceci. Voilà. Vous voyez là, ça c'est l'assembleur. Donc l'assembleur, en gros, c'est la traduction humaine du langage machine. Alors il faut comprendre aussi que donc, le langage machine, comme je l'ai dit, c'est les instructions qui sont compréhensibles par le processeur. Et donc forcément, ça dépend du type de processeur. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un processeur Intel x86 et que vous prenez le processeur de votre téléphone qui est ARM, ce ne sera pas le même jeu d'instructions, ce ne seront pas les mêmes instructions, etc. Donc, en gros, c'est pour ça aussi qu'un programme qui est compilé pour de l'Intel x86, par exemple, ne marchera pas sur de l'ARM comme ça, quoi. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout le même jeu d'instructions. Donc, le langage machine généré par le compilateur ne pourra pas être exécuté et compris par le processeur ARM, quoi. Donc voilà, donc en gros, il faut savoir que l'assembleur, en gros, dépend du processeur. Donc ici, je ne vais pas faire un cours d'assembleur, je vais juste expliquer quand même deux, trois petites notions parce qu'on va en avoir besoin pour faire notre shellcode. Déjà, c'est la notion de registre. Alors, un registre, c'est quoi? C'est tout simplement en fait un espace mémoire interne au processeur. Donc en gros, le processeur a un petit peu de mémoire,
pas énormément, hein, mais il en a. Et ces emplacements en mémoire, ce sont les registres. Donc ce sont vraiment des... voilà, c'est la mémoire dans laquelle on va placer des... je dirais soit enfin, pas des instructions, mais des adresses ou des valeurs, etc. Et voilà. Mais ce sont vraiment des registres qui sont petits. Les registres, tout ce qui est EAX, EBX, etc., c'est du 32 bits. Donc c'est 4 octets. Donc c'est pas 40 gigas de mémoire, quoi. C'est vraiment une mémoire qui est très, 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 très petite. Donc ça c'est genre stocké vraiment genre un nombre de 4 octets, quoi. Donc voilà. Et en fait, ces registres-là, ben, on va se servir en gros tout le temps pour y foutre des informations, pour dire voilà, je veux que tu prennes, tu mettes ça ailleurs, je veux que tu mettes ces valeurs-là dans tel registre, etc., quoi. Et en fait, pour faire notre shellcode, on va utiliser ce qu'on appelle des appels système. Alors, un appel système, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement un petit programme mis à disposition par le système d'exploitation et qui fait par exemple des choses comme, je sais pas moi, aller lire une adresse, aller récupérer la valeur qui est une adresse, aller ouvrir un fichier, etc. Donc c'est vraiment on peut dire ça comme des mini-programmes qui vont nous permettre en fait d'interagir avec notre machine. Et ces appels système-là, ben, il y en a un en particulier, nous, qui va nous intéresser, qui est donc l'appel système exeVE, qui grosso modo permet en fait d'appeler au programme, donc de lui dire voilà, je veux que tu exécutes tel programme. Alors la liste des appels système, vous pouvez retrouver ça dans, si je me souviens bien, c'est user. Oui voilà, c'était include ASM, enfin pour assembleur, et uni std ici, alors 32 pour les 32 et 64 pour 64 bits. Et donc voilà, ici on voit qu'on a une liste d'appel système avec le numéro correspondant. Et celui qui nous intéresse, nous, c'est au tout début, c'est celui-ci, qui porte le numéro 11. Alors, pour comment dire, appeler un appel système en, je dirais, en assembleur, ce qu'il faut faire grosso modo, c'est placer donc, la valeur de l'appel système, donc ici 11, celui qui nous intéresse, c'est exeVE, donc c'est le numéro 11, dans EAX, dans EAX. Il faut alors les paramètres, parce que oui, il y aura potentiellement des paramètres ici, il y en a, enfin des paramètres pour exeVE, hein, seront passés dans les registres EBX, ECX, EDX, et puis après il y en a d'autres, mais je ne sais plus. Je ne sais plus l'ordre exactement, mais bon, on aura besoin que de ces trois-là, de toute façon. Donc voilà, donc on va devoir en fait setter chacun des registres, et puis après exécuter notre appel système. Alors pour l'exécuter, il y a une instruction spéciale qui est donc en 32 bits, c'est int 0x80 en hexadécimal, quoi, qui permet de dire grosso modo, voilà c'est bon, j'ai seté les bons registres, etc. Tu peux exécuter l'appel système. Donc si tout est bon, logiquement, l'appel système s'exécute. Donc ce qu'on va devoir faire en fait dans le shellcode, c'est setter les bons registres, puis après dire à l'appel système, ben, ok c'est bon maintenant, exécute-toi. Donc voilà. Donc pour ça, on va faire un petit programme en assembleur qui va donc faire tout ça. Alors notre programme, tout simplement déjà, on va lui dire que c'est pour du 32 bits, hein, et pas du 64, parce que sinon il va le compiler pour du 64 bits, et là encore c'est différent. Donc il faut bien lui préciser que c'est pour du 32 bits. Notre faisceau principal, bon, on va l'en appeler par shellcode, hein, donc ça c'est au pif. Et ici c'est parti. Donc première étape, ben, c'est on va déjà... Alors souvent ce qu'on fait, enfin ici ce que je vais faire, c'est que très souvent on essaye de, on va dire, cleaner les registres et de les mettre donc à 0. Enfin, c'est pas obligatoire, mais voilà, c'est une bonne façon de faire parce qu'en plus, comme ça, si vous avez un registre qui doit être égal à 0, ben, il le sera déjà, il n'y aura pas besoin de faire une instruction pour ça, quoi. Mais le problème, c'est que, alors, on pourrait faire, donc, alors move, c'est pour bouger une instruction. Alors oui, je précise aussi ici un truc, c'est que voilà, donc, on pourrait faire ceci. Alors, je précise ici que en assembleur de Capro de Latel, il y a deux, je dirais, il y a deux normes. Il y a Attel, la norme Attel et la norme AT&T. Alors la différence, enfin il y a plusieurs différences entre les deux, mais la principale différence c'est que la norme Attel, en gros, c'est donc l'instruction, la destination et la source.
Tandis que pour AT&T, c'est plutôt, donc c'est move, la source, et puis la destination. Et je vois que les registres doivent être précédés de %. Donc, c'est pas du tout le même ordre. Donc, il faut pas se gourer, quoi. Si on parle en norme AT&T, ne mettez pas move AX 0, parce que sinon, ça voudrait dire que vous mettez AX à l'adresse 0, enfin, à 0, quoi. Ou non, plutôt à l'adresse 0. Donc, ça risque de ne pas aller. Donc voilà, donc nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc, la notation ATL, qui est, je dirais, celle utilisée, je crois, sous Windows par défaut, avec sur Linux, c'est AT&T, mais bon, ATL, je la trouve plus claire, voilà, en tout cas, il y a plus je dirais, en général, c'est souvent celle qui est utilisée, quoi, donc voilà, je vais utiliser la norme ATL ici, et voilà. Donc ici on se retrouve donc à devoir setter nos registres donc EAX, BX, ECX, EDX à 0 et on pourrait faire ceci. Sauf qu'on aura un petit problème si on fait ça. Alors, je ne l'ai pas expliqué, mais le but de shellcode, ça va être en gros d'avoir du code qu'on va pouvoir utiliser dans l'exploitation de binaire. Dans l'exploitation de binaire, très souvent, bon, on a donc, enfin quand je dis exploitation de binaire, en gros ça veut dire buffer overflow. Hein, ou autre vulnérabilité de genre là, quoi. Mais ce qui se passe, c'est que dans un buffer overflow, très souvent, la faille se situe donc au niveau de fonctions de copie comme par exemple string copy ou scanf. Il faut savoir que ces fonctions-là donc s'arrêtent quand elles rencontrent un certain type de caractère. Pour un string copy, c'est ce qu'on appelle un null byte. Donc un null byte, en gros, c'est justement, je dirais, c'est la valeur 0, quoi. Donc le problème, c'est que si on fait ça, si on fait move EX 0, on va avoir dans notre shellcode quelque part un endroit où on aura vraiment la valeur 0. Et le problème, c'est que notre string copy ne va pas aimer ce null byte là, parce qu'il va s'arrêter, donc il va le rencontrer, il va s'arrêter de copier là. Donc le reste de notre shellcode ne sera pas copié. Donc si on fait un move AX, on va avoir un null byte dans notre shellcode. Et ça justement, on ne veut pas. Donc pour ça, il nous faudrait une instruction qui va donner 0, mais où on ne le dit pas clairement, voilà, mais 0. Donc il faut essayer de trouver une petite astuce pour bypasser le fait de ne pas lui dire mais 0 dans tel registre, mais au final, il faut que le résultat donne 0. Et pour ça, on a une petite instruction qui est bien utile, qui est donc XOR. Alors XOR, je vais expliquer grosso modo ce que c'est. Et je vous ai fait un petit schéma pour ça. Donc pour expliquer XOR, on va commencer tout d'abord par OR, donc qui est un opérateur logique que la plupart connaissent à mon avis. Surtout si vous avez déjà fait de la programmation, et notamment tout ce qui est donc, dans les conditions, etc., ou les boucles, vous avez dû le rencontrer. Donc en fait, OR, c'est assez simple à comprendre, c'est que voilà, on a donc, ici je vais prendre l'exemple des conditions, mais ce sera donc, ici pour les opérateurs logiques, ce sera sur des bits, hein, encore une fois. Donc on va prendre l'exemple des conditions et donc voilà, donc on a une condition A et une condition B. Or en fait il faut que la condition A ou que la condition B soit vraie. Donc ici faux en gros ça veut dire 0 et vrai ça veut dire 1 grosso modo pour que l'ensemble soit vrai. Donc ici si on prend la première ligne, on voit que 0 donc faux, la condition A est fausse, la condition B est fausse, donc le résultat sera faux. La ligne 2, A est faux, B est vrai. Donc le résultat est vrai. Pourquoi? Parce que B est vrai. La troisième ligne, A est vrai, B est faux, donc le résultat est vrai. Et la quatrième ligne, A est vrai, B est vrai, donc le résultat est vrai. Donc ça c'est normal, ça paraît tout à fait logique comme réflexion. Maintenant passons au XOR. Alors XOR c'est à peu près la même chose, à une différence près. C'est-à-dire que si on regarde ici, on voit que donc, la première ligne, ça ne change pas, c'est toujours faux. La deuxième, A est faux, B est vrai, donc le résultat est vrai. La troisième, A est vrai, B est faux, le résultat est vrai. Mais par contre, là où ça devient étrange, c'est que la quatrième ligne, on voit que A est vrai, B est vrai, mais que le résultat est faux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que le XOR, c'est un OU exclusif. Donc ça veut dire en gros qu'il faut que A soit vrai ou que B soit vrai, mais pas que A et B soient vrais. Alors vous allez me dire, mais ok, mais à quoi ça va nous servir dans notre cas à nous? Tout simplement, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer donc, une valeur à elle-même. Donc si on compare une valeur à elle-même, forcément, tout
les tests seront identiques. Donc en gros, on sera à chaque fois dans la quatrième ligne, parce qu'en fait, on comparera donc les mêmes bits entre eux. Donc forcément, le résultat sera toujours 0. Et donc si le résultat est toujours 0, ben, le résultat final sera ben, tout simplement 0. Et l'astuce, c'est qu'on n'aura tout simplement pas utilisé, donc on n'aura pas dit techniquement dans notre code que voilà, on veut 0, mais le résultat donnera 0. Donc en gros, on n'aura pas, on n'aura pas du code binaire avec des null bytes dedans. Mais le résultat donnera quand même 0. Donc voilà, ça c'est l'astuce du XOR. Donc voilà, nous revenons donc sur notre code. Et donc on va utiliser donc le XOR pour mettre nos registres à 0. Donc on fait un XOR de EAX, XOR de EBX, XOR de ECX et XOR de EDX. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut, donc pour notre APS système, pour rappel, donc il faut setter donc la valeur de l'APS système, donc 11, dans EAX. Donc on va faire un petit move. Donc move, c'est l'instruction pour déplacer une valeur. Hein. Et on aurait tendance donc à vouloir faire ceci. Alors oui, j'ai oublié de préciser aussi, j'utilise la notation ATL, parce qu'en fait en assembleur il y a plusieurs notations. Donc ici, si je fais ceci, ça c'est la notation ATL. Donc en gros, ça veut dire qu'en fait on fait d'abord l'instruction, donc move, puis la destination, EAX, et puis après la source. Il y a une autre notation qui est donc la notation AT&T, qui est donc inversée. Donc c'est toujours instruction, mais c'est source, puis destination. Et je crois que les registres, par exemple, sont précédés de 1%. Donc là, en fait, c'est différent, quoi. Donc ça donnera, je veux dire, ça ne change rien au niveau, je dirais au niveau, enfin, je sais pas si ça change quelque chose au niveau shellcode, enfin, au niveau du code binaire généré, mais c'est au niveau du code assembleur où là, les choses sont inversées, quoi. Et il y a d'autres modifications, etc. Mais nous, ce qu'on va utiliser surtout, c'est la notation, pardon, ATL. Donc voilà. Mais voilà, ça c'est à choisir, si vous préférez l'une ou l'autre, peu importe. Mais encore une fois, voilà, si vous prenez la notation ATL, il ne faut pas commencer à mélanger, par exemple, source et destination, quoi. Donc ici, c'est bien move, destination, puis la source. Donc ici, on aurait tendance à vouloir faire un petit move EAX 11. Sauf que voilà, on ne peut pas. Vous allez me dire, ben, pourquoi on ne peut pas? En fait, tout simplement, il faut bien comprendre que EAX, c'est un registre de 4 bits. 4 bits, pardon, 4 octets. Je rectifie, c'est pas 4 bits, c'est 4 octets. Hein. Et que, donc, 11, c'est une valeur de 1 octet. Mais ce qui va se passer, en fait, c'est que donc quand on fait un move EAX 11, en gros, il va pas placer seulement 11 dans EAX, il va placer ceci en réalité. Alors 0B, c'est parce que, encore une fois, 11, c'est l'hexadécimal ici que j'ai mis. Donc, enfin non, 11 ici, c'est du décimal, mais l'adresse que je vous ai mis, enfin la valeur que je vous ai mis à côté, là, ça c'est un hexa. Donc 11 en hexa, c'est B. Donc là, on voit directement quel est le problème. C'est qu'on a des null bytes. Et comme je vous l'ai dit, les null bytes, string copy ne va pas aimer. Donc ça, ben, c'est niet. Donc il faudrait trouver un moyen de placer 11 dans, on va dire, EAX, mais sans qu'il y ait de null byte. Alors pour ce faire, il faut que je vous montre très simplement la structure d'un registre donc de type x86, donc 32 bits. Et là aussi, j'ai fait un schéma pour. Donc voilà, là on voit la structure d'un registre x86. Donc j'ai pris EAX, mais encore une fois, vous pouvez prendre le registre que vous voulez, donc EBX, CX, etc. C'est pareil. Donc voilà, donc on voit qu'un registre EAX, en fait, c'est un registre donc, de 32 bits, donc de 4 cases de 1 octet. Mais que ce registre EAX peut être subdivisé en fait en plus petits registres, dont on voit ici par exemple AX, donc, qui est un registre de 16 bits, donc 2 octets. Et ce registre AX peut être encore subdivisé en fait en deux registres de 1 octet qui sont respectivement AH pour la partie haute, je dirais, de AX, pardon,
et AL de la partie basse de AX, quoi. Donc ici, on voit directement en fait le registre qui va nous intéresser, enfin, ou en tout cas plutôt la partie du registre qui va nous intéresser. Ici, c'est AL. Donc on se retrouve sur notre code, et comme nous l'avons vu, donc on ne va pas placer 11 dans EAX, mais 11 dans AX. Dans AL, pardon. J'y arriverai. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans ce cas-là, AL étant un registre, enfin en tout cas étant la partie basse du registre AX, qui est lui-même la partie basse du registre EAX, et le registre AL étant de 1 octet, bah ça nous donnera ceci. Et là, nous n'avons pas de null byte. Donc là, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, le registre EAX, pardon, c'est fait. Second registre, maintenant, c'est EBX. Et là, il faut donc placer ici l'adresse de la chaîne de caractères qui va donc nous intéresser. Donc ici, bin sh. Enfin, plutôt qu'on veut exécuter, quoi. Donc ici, c'est bin sh. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement placer une chaîne de caractères sur la pile. Donc la pile, c'est, je dirais, l'endroit où vous allez stocker des informations que vous allez appeler une fonction, et vous allez stocker aussi des informations internes à cette fonction. Donc si j'avais par exemple des variables internes à ma fonction, c'est là-bas que j'irai déposer ces variables-là. Donc ce que nous allons faire, c'est qu'on va mettre une chaîne de caractères sur la pile. Alors, petit rappel, encore une fois, sur les processeurs Intel, etc., c'est du little endian. Donc en gros, on commence à lire par la fin, enfin on pousse entre guillemets par la fin pour pouvoir lire dans le bon sens. Parce qu'on lit en gros de droite à gauche. C'est du LIFO, quoi. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la fin. Et une chaîne de caractères à la fin se termine par null byte. Alors je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, ah, null byte, tu as dit qu'on ne pouvait pas en mettre. Oui, sauf qu'ici, encore une fois, on place la chaîne de caractères. Et on ne va pas textuellement, enfin, on doit mettre l'adresse de cette chaîne, quoi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la chaîne de caractères sur la pile, et il y a un pointeur qui pointe en fait sur le sommet de la pile, qui est donc ESP. Il y a aussi un pointeur qui pointe sur le bas de la pile. Bon, celui-là, on ne s'en occupe pas pour l'instant. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une chaîne de caractères sur la pile, puis après placer la valeur du pointeur qui est sur le sommet de la pile, donc ESP, dans notre registre BX. Alors ici, on doit mettre 0, je sais, on doit mettre un 0, un null byte sur la pile. Mais encore une fois, on ne peut pas mettre 0 textuellement. Le truc, c'est qu'on a un registre ici, ou même plusieurs, qui valent 0. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout simplement un push EBX qui vaut au 0. Donc en gros, c'est comme si on faisait un push 0 sur la pile. Ensuite, on va faire un push de notre chaîne. Sauf que, alors, on voudrait faire ceci, mais on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est par, je dirais, paquet, si je peux dire, de 4 bytes. Donc, en gros, on ne peut mettre que 4 bytes. Donc, si on met 4 bytes ici, encore une fois, on commence par la fin, on va pousser ceci. Et puis ensuite, il suffira de pousser ceci. Mais le problème, c'est que là, on voit que notre bi, là, slash bi, ça fait 3 caractères et pas 4. Mais on peut faire comme ceci. C'est-à-dire qu'on peut doubler notre slash pour, je dirais, aligner à 4 caractères. Et au niveau, de l'exécution, ça changera. Donc, si vous essayez dans le terminal, vous faites slash bin ch, sh, pardon, ça marchera aussi. Donc voilà, là on a placé notre chaîne de caractères sur notre pile. Maintenant, il faudrait, pour bien faire, placer l'adresse de cette chaîne dans EBX. Et l'adresse de cette chaîne, c'est tout simplement, puisqu'elle est au sommet pour l'instant, donc c'est la valeur pointée par ESP. Donc ESP, c'est le pointeur qui sert à indiquer le sommet de la pile. Donc on va faire un petit, non pas push, pardon, on va faire un petit move dans EBX, on va placer ESP. Donc voilà, là logiquement, EBX pointe sur bin SH. Pardon. Maintenant, il faut setter ECX et EDX qui correspondent, si je me souviens bien, respectivement aussi dans le cadre de l'AP système exe VE aux paramètres et aux variables d'environnement. Sauf que c'est très simple ici, il n'y en a pas.
ni pour l'un ni pour l'autre. Donc en gros, c'est nul. Sauf que nul, en gros, c'est un null byte, quoi. Ah, je sais, encore cette histoire de null byte. Sauf que le truc, c'est que si vous vous souvenez bien, au début, on a fait un XOR de tous nos registres. Donc nos registres valent 0. Plus EAX ni EBX, mais EDX et ECX valent toujours 0. Donc en fait, on a besoin de rien faire. En gros. On a déjà seté nos registres à 0. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire un petit INT 0x80 pour dire ok, c'est bon, tu peux exécuter l'API système et logiquement, c'est bon. Alors, ce que certains font, je vais le faire aussi ici, hein, mais bon, c'est pas forcément obligatoire, je crois. C'est que, parce que bon, là, apparemment, ça va exécuter le shell, mais ça risque de, je dirais, de cracher une fois qu'on sera sorti de shell là, quoi. Donc ce qu'ils font, c'est tout simplement, ils font un petit appel système à la fonction exit, donc pour quitter proprement le programme, quoi. Et la fonction exit, ne prend aucun paramètre, je crois, c'est la valeur qu'il faut retourner, entre guillemets, voilà, pour dire si ça exit 0, ça veut dire que par exemple, ça s'est bien passé, exit -1, non, il y a une erreur, etc., quoi. Donc en gros, c'est juste un nom pour indiquer, pour pouvoir indiquer si la fonction s'est bien passée ou pas, quoi. Enfin bon, bref, ici on s'en fout un petit peu, mais on citera un nombre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit move, donc même chose, AL, de la valeur de l'API système, qui est, si je me souviens bien, A. Donc voilà. Et EBX, maintenant, on va le remettre à 0. Donc on va faire un petit XOR EBX, EBX. Et voilà, ici, maintenant, il suffit juste de nouveau d'appeler l'instruction qui permet d'exécuter l'API système. Et je pense que notre code est bon. Donc voilà, là, on a notre code final, qui logiquement doit être bon. Donc on va tester ça, hein. On quitte, on compile, hop, pas d'erreur, donc ça c'est bon déjà, enfin c'est déjà bon signe. Et puis maintenant on va tester notre shellcode. Donc j'avais fait un petit programme, j'avais fait un petit programme en C pour ça. Donc oui, je précise aussi que tout ça est inspiré d'un article écrit par Joe sur Z de savoir. Donc je vous filerai le lien dans la description. Et voilà, donc en gros, ouais, le code le code ici que j'ai pris pour le test du shellcode et le shellcode lui-même, en fait, ce sont des codes qui se retrouvent sur ce site-là. Vous verrez de toute façon, ce shellcode, c'est le gros classique. En général, c'est celui par lequel vous commencez, quoi. Donc ici, on va tester notre shellcode. Hop, test shellcode, machin. On lui passe le contenu de notre fichier binaire, enfin de notre shellcode.bin, qui correspond donc grosso modo à notre code compilé, donc notre langage machine. Et si c'est bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on obtient donc bien un shell. Donc notre code a l'air de fonctionner. Donc voilà, donc ici, bon, la vidéo est un peu longue, donc ce que je vais faire... Ah oui, alors non, dernière petite chose, c'est que bon, maintenant si on veut utiliser donc ce shellcode-là dans un binaire exploité, on va pas, voilà, sur notre shellcode, grosso modo, il correspond à ceci. On va pas copier-coller ceci. On pourrait... Maintenant, bon, voilà, c'est pas évident, puis il faut pas copier un espace en plus, il faut pas copier un espace en trop, enfin, c'est assez compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt le transformer sous format hexadécimal pour pouvoir utiliser par exemple avec Python. Et pour dire à Python, là je veux que tu me printes par exemple cette chaîne-là, quoi. Et pour ça, j'ai fait un petit programme. Donc ça par contre, c'est de moi. Qui va, entre guillemets, simplement lire notre fichier et va transformer ça en hexadécimal et rajouter le préfixe, donc \x devant. Et donc si on y passe, si on exécute ce programme-là plutôt, logiquement, on obtient ceci. Voilà. Donc ça, ce sera vraiment la chaîne qu'on va utiliser en Python pour injecter donc notre petit shellcode dans un binaire qui serait vulnérable, quoi. Et donc ce shellcode-là, on l'utilisera certainement dans la prochaine vidéo, donc sur les buffer overflow. Parce que voilà, ici la vidéo est un peu longue, mais je voulais vous montrer surtout, voilà. Parce que les shellcodes, en fait, en général, le problème des shellcodes, c'est que souvent, on va les copier. Enfin, on en trouve 12 000 sur Internet.
on les copie-colle, mais on ne sait pas vraiment exactement genre comment c'est créé ou comment ça marche, quoi. Donc là, je voulais faire une petite vidéo vous expliquant concrètement qu'est-ce que un shellcode et comment est-ce qu'on le programme, quoi. Après là, encore une fois, c'est l'exemple le plus basique que vous pouvez trouver. Il y en a forcément des vachement plus compliqués, des plus complexes que, enfin, des plus complexes et des plus, je dirais, utiles que celui-là. Donc ça, c'était vraiment l'exemple de base pour vous montrer ce que c'est, quoi. Donc voilà, là, je crois qu'on arrive tout doucement à la fin de la vidéo. Hein, j'ai plus de choses à dire à ce niveau-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.